À la base, c'était USA-Iran et le prix du pétrole. Mais bon, il y a l'autre qui a fait tout foirer il y a 3 jours. Là, donc forcément, j'ai dû un peu réimproviser derrière. Alors, l'avantage du thème du pétrole, de l'USA et de la guerre en Iran, c'est qu'on peut tenir 2 heures sans slide. C'est beaucoup plus facile. Donc, j'ai essayé d'aborder la chose un petit peu différemment. Alors d'abord, la première chose qu'il faut bien comprendre ces derniers temps, et là, je vais profiter de ma présence sur cette scène pour pouvoir m'expliquer, c'est que effectivement, quand on a lancé cette chaîne à l'époque, enfin l'émission que je fais le matin, on a appelé ça Morning Bull Live. Pourquoi c'était Morning Bull Live? Parce que fondamentalement, depuis que je fais ce métier, c'est-à-dire beaucoup trop d'années, j'étais bullish. J'ai toujours été bullish. Je suis plutôt d'obédience optimiste. J'aime pas être toujours en train de dire que c'est compliqué, c'est triste, ça va pas bien. Ça me correspond pas comme personnalité. Et donc, c'est vrai que depuis quelques temps, eh bien, j'ai un petit peu changé de mon fusil d'épaule. Donc, effectivement, je suis moins bull que bear. Et forcément, ça pose quelques interrogations. Et surtout, dans les phases de marché haussières et totalement euphoriques dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, les gens ne comprennent pas. Donc, je voulais juste déjà expliquer sur le fait que je ne suis pas négatif, je ne suis pas définitivement bearish, je ne pense pas que les marchés vont s'écrouler et que le système capitaliste va s'éteindre dans les semaines qui viennent, mais simplement, on vit des phases de marché, et surtout dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui est important d'identifier comme étant justement des euphories, des phases euphoriques. La typologie d'une phase euphorique dans un marché financier, c'est qu'on ne sait pas quand c'est qu'elle s'arrête. Des fois, on ne sait déjà pas quand elle commence. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le discours qui peut être parfois considéré comme négatif, il est surtout là pour essayer d'expliquer aux gens qu'il y a un truc qui est en train de sortir des rails et qu'il faut se méfier de ça, surtout. Et c'est ça que j'essaie de faire passer comme message. Je l'ai déjà vécu par le passé. J'ai déjà vécu des phases d'euphorie totale avec des histoires complètement délirantes. Ce qui fait que je m'y retrouve un petit peu. Et là, on va faire vite un parallèle sur la bulle Internet et aujourd'hui. D'abord, aujourd'hui, on n'est pas encore dans une bulle parce qu'elle n'a pas explosé au sens propre. Et tout le monde dit, et je suis le premier à le dire, c'est différent. C'est pas une bulle parce que c'est différent. Parce qu'aujourd'hui, le marché gagnent de l'argent. Les grosses boîtes qui cartonnent en bourse, ils gagnent de l'argent. Enfin, sauf SpaceX, mais SpaceX, c'est pas pareil, parce que c'est différent, là aussi. Mais aujourd'hui, ces boîtes gagnent de l'argent. Donc, vous dites, oui, mais en l'an 2000, les boîtes ne gagnaient pas d'argent. Donc, comme ils ne gagnent pas d'argent, forcément, c'était normal que ça pète. À l'époque, on ne disait pas ça du tout. À l'époque, on vous racontait n'importe quoi sur ces boîtes Internet qui allaient changer l'avenir. D'ailleurs, ils l'ont fait, mais ça a pris un peu plus de temps. Donc, là aussi, on est dans une phase où on dit, non, mais là, c'est pas pareil, parce qu'ils vont changer l'avenir. Mais en plus, ils gagnent de l'argent. Et c'est vrai. Mais il y a une similitude qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui, c'est le narratif. Parce que quand on ne peut plus expliquer les choses de manière logique, ou de manière rationnelle, ou de manière fondamentale, puisque finalement, moi, je n'ai pas fait beaucoup d'études, mais quand on regarde la finance, il y a quand même une partie, c'est des études, et c'est de l'analyse de bilan. Et quand on fait ces analyses et qu'on met les chiffres bout à bout, eh ben, on a quand même des données qui sont comparables. Et aujourd'hui, on n'a plus rien. Donc, pour pouvoir expliquer, il faut raconter des histoires. Et c'est vrai, ce qui se passe aujourd'hui, typiquement, l'exemple de SpaceX est assez flagrant, puisqu'aujourd'hui, elle se paye 120 fois les ventes, alors qu'à l'époque de la bulle Internet, Amazon se payait au top avant qu'elle perde 85% de sa valeur, elle se payait à 29 fois les ventes, et on trouvait ça complètement délirant. Aujourd'hui, on a multiplié ça par 4, et on arrive avec un narratif, on se dit « Ouais, mais tu comprends, parce que alors Starlink, parce que ça va aller sur Mars, sur la Lune, c'est génial. » Bon, j'ai pas encore compris le business plan d'aller sur Mars, mais bon, ça c'est un truc qu'on verra plus tard, parce qu'apparemment, c'est pas la priorité. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on nous vend du narratif. Et c'est la similitude qu'on a avec le 99-2000. Et cette similitude m'inquiète, voilà, parce que j'entends beaucoup d'histoires. Je suis personne pour pouvoir dire que ben oui, il y a ça, ça me dérange, donc il va se passer ça. Là, j'en sais rien, personne ne le sait de toute façon. Je n'ai pas la prétention d'avoir la science infuse. Et quand j'essaye d'expliquer ça, c'est pas parce que je pense qu'on va tous mourir, mais c'est parce que je pense qu'à un moment donné, il faut juste être méfiant. Et en étant méfiant, justement, ça me rappelle à la thématique des Black Swans, justement. Donc, je vais vous parler donc de choses négatives. Tout ça pour en arriver là. Je vais vous parler de ça, pas parce que je suis hyper négatif, mais parce que je pense que le meilleur moyen dans la finance d'éviter les gros problèmes, c'est de maîtriser les dangers
potentiels auxquels on peut être confronté. Donc en fait, un Black Swan, ça vient quand même d'un bouquin qui a été écrit par M. Nassim Taleb, que je vous recommande. Je ne l'ai pas lu, mais je vous le recommande quand même. Ce qu'il faut retenir, c'est que d'abord, c'est rare et imprévisible. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas prévu, ce qu'on appelle aussi un choc exogène. Il y a un impact extrême et c'est rationalisé a posteriori. Donc au gros, c'est des choses qu'on ne s'entendait pas. Donc c'est quelque chose, qu'est-ce qui pourrait arriver aujourd'hui qui ferait changer le game et qui ferait changer la perception qu'on a des marchés et du monde de l'investissement. Eh ben, c'est là-dessus qu'on va essayer de travailler un petit peu ce soir. Alors de nouveau, là encore, je n'ai pas la prétention de les avoir tous couverts, mais j'ai essayé de les regrouper un peu pour qu'on puisse un peu aborder différents sujets et pour revenir sur cette thématique-là. Mais ce qu'il faut bien comprendre, et là je vais faire un parallèle sur l'an 2000 de nouveau, je suis désolé, mais mes cheveux gris me permettent ce genre d'allégorie sur le passé. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a eu aussi effectivement un moment donné où c'était facile de faire de l'argent, que ça faisait que de monter et qu'il fallait être un idiot pour ne pas avoir 100% de son portefeuille en actions. Et puis un jour, ils ont monté les taux. Et on ne l'avait pas du tout vu venir. Donc du coup, ralentissement économique, et donc tout est parti en vrille. Et là, on a commencé à revenir aux fondamentaux et à se dire, ah ouais, donc en fait, 18 000 fois les ventes sur une boîte qui vend de la recherche sur Internet, ça ne joue pas. Effectivement, ça ne joue pas. Donc voilà, donc le but, c'était un peu de regarder un petit peu quels sont nos ennemis potentiels qui pourraient se présenter ces prochains temps. On va les décortiquer un petit peu. Alors, la première, je l'ai remise parce qu'en fait, l'Iran et le détroit d'Ormuz. L'Iran et le détroit d'Ormuz, alors là, apparemment, c'est fini. Hein, on est d'accord, la paix dans le monde, c'est génial, tout va bien se passer. De toute façon, Trump, c'est le messie descendu sur Terre. Il a trouvé une solution au dernier moment, le jour de son anniversaire en plus. Donc, tout va bien. Donc, ils vont le remettre en place. Donc, on connaît le conflit, on ne va pas revenir sur les détails. Le gros risque qu'on avait encore, sauf erreur, vendredi dernier, c'était effectivement que Trump avait dit qu'ils allaient attaquer sur Kharg Island, où ils avaient stocké le pétrole là-bas. Et donc, on craignait ces escalades régionales et plus loin l'implication terrestre, qui n'a jamais été vraiment le cas pour l'instant. Mais aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, c'est terminé. Alors, on peut imaginer qu'effectivement c'est terminé. Il y a une chose qui me revient beaucoup en tête, on en parlait ce matin avec Olivier, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on nous dit, et il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin, tous les experts, les gens qui maîtrisent le concept du pétrole et comment il transite au travers des tankers et du marché mondial, le pétrole physique, ils nous disent tous, ça ne va pas se régler comme ça. Ça ne va pas se faire en 2 semaines. Et nous, pour l'instant, le marché, on s'en fout complètement. Tout ce qu'on voulait, c'était juste avoir la paix. On a la paix. Donc ce Black Swan-là, il est loin. Maintenant, je le mets quand même là-dedans parce que ça paraît quand même un petit peu présomptueux de voir que tout est réglé en 5 minutes sur un coin de table. Quand vous voyez un peu ce qu'ils ont mis dans le draft de ce qu'ils vont devoir signer vendredi à Burgenstock ou Birkenstock, je ne sais jamais, lequel des deux, mais enfin bref, à Lucerne, ils sont pas vraiment 100% d'accord sur le contenu. Hein. Il y a quand même un chiffre, un tout petit chiffre qui visiblement dérange, puisqu'apparemment les Iraniens disent que les Américains se sont engagés à investir 300 milliards pour la reconstruction de l'Iran, et Trump, il a dit pas un bal. Donc il y a un petit spread entre les deux. Donc c'est un Black Swan qui s'est éteint en début de semaine, mais qui pourrait revenir, ne sait-on jamais. Le deuxième, j'en parle beaucoup dans les vidéos ces derniers temps, j'en ai parlé plusieurs fois, le Japon. Le Japon, effectivement, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. C'est une banque centrale qui a des taux à zéro depuis longtemps. Hier, ils ont monté les taux à 1%. Ils sont victimes de l'inflation, ils ont des problèmes démographiques. Vous avez le 40 ans japonais qui est à 4%. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu depuis 1995, sauf erreur sur le Japon. La dette est monstrueuse, problématique démographique. Et aujourd'hui, on rentre sur un terrain inconnu. Et donc, tout ça pourrait nous amener à des risques assez importants. On a déjà eu une petite ébauche de la chose. C'était en 2024, avec le retour du carry trade, où on s'est fait démonter de 15% en 2 jours au plein milieu de l'été. Juste parce que tout d'un coup, on s'est dit, mais si tout d'un coup, les taux, les rendements remontent au Japon, il ne faut pas oublier que le Japon est quand même juste un des plus gros investisseurs dans la dette américaine. Si eux, ils commencent à pouvoir supprimer le risque monétaire et s'investir directement dans leur monnaie chez eux, il y a peut-être un centre d'intérêt. Donc je vous laisse imaginer aujourd'hui, avec 40 000 milliards de dettes aux États-Unis, bon, c'est pas maintenant, c'est pour juste le mois d'août, parce que là, ils sont encore à 39 000 milliards, à 400, bref, on a encore un petit peu de marge. Si les Japonais commencent à dire on va vendre le 10 ans américain pour aller se repositionner sur le nôtre chez nous, ça risque d'être compliqué aussi. Mais pour l'instant,
Ce qui est hallucinant, c'est que hier, vous avez une hausse des taux qui est annoncée au Japon. Pouf, le Nikkei est au plus haut de tous les temps. On ne veut pas s'arrêter de monter. Mais quand même, n'oubliez pas le Japon. Alors, c'est pas une bulle. Ça ne peut pas arriver. C'est un truc, ça ne peut pas arriver. Je l'ai mis quand même pour rigoler, pour que vous puissiez me chambrer après dans la post-présentation pendant l'apéro, parce que ça ne peut pas arriver. La bulle Internet, lapsus révélateur. La bulle IA ne peut pas exploser puisque tout va bien. Mais aujourd'hui, les Mag 7 représentent 30% de l'indice. Bientôt, les Mag 8, parce que SpaceX va les rejoindre, ils représenteront 10% de plus. Après, il y aura OpenAI qui fera 10% de plus. Après, on aura encore Anthropic qui fera 10% de plus. Résultat, normalement, si tout va bien, dans quelques mois, on aura, 10 titres qui représenteront la moitié du S&P, dans le pire des cas. Le seul problème aujourd'hui, dans la bulle de l'intelligence artificielle, c'est que on a pricé que tout allait bien se passer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si on part du principe que tout va bien, dans le meilleur des mondes, et que rien ne peut nous arriver, alors effectivement, il y a des chances que tout ça se réalise. La problématique, c'est que moi, je suis là depuis un moment sur cette planète, et ça fait un moment que je suis dans la finance. Je n'ai pas souvenir d'avoir eu que des années où il y avait tout qui allait hyper bien. Je n'ai même pas souvenir du tout. Il y a chaque fois quelque chose, des fois plus ou moins grave, qui fait que ça peut se déclencher. Et donc ça, si tout d'un coup, ça commence à arriver, il peut y avoir des problèmes. Il y a une petite news qui a apparu l'autre jour sur les téléscripteurs, sur Bloomberg, entre autres, où ils disaient qu'ils avaient expliqué dans un conf call chez OpenAI, et c'était la CFO, donc la responsable des finances de la boîte, qui expliquait que ils étaient un petit peu serrés aux entournures au niveau du budget. Donc on sait qu'ils ont beaucoup d'argent, on sait qu'il y a plein de gens qui leur donnent de l'argent pour développer, dont Nvidia, pour pouvoir aller racheter des puces chez Nvidia, donc pour développer quelque chose d'encourageant de ce côté-là et de positif, mais ils commencent à dire que c'est un petit peu difficile. Donc, alors le CEO dit pas du tout la même chose. Alors dans une boîte, quand vous avez le CFO et le CEO qui sont pas d'accord entre eux, surtout au niveau du pognon, c'est jamais quelque chose de super rassurant. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'OpenAI aujourd'hui, c'est une start-up et ils ne gagnent pas d'argent, ils en perdent. Alors, aujourd'hui, on sait aussi, depuis l'arrivée en bourse de SpaceX, que perdre de l'argent en bourse, c'est pas faire de l'argent financièrement, c'est pas très important pour arriver en bourse. La preuve, 5e capitalisation mondiale depuis hier soir. Donc, du coup, ils peuvent venir en bourse. Et ils vont venir en bourse dans cet état-là. Le seul problème, c'est que pour l'instant, ils n'ont pas encore résolu l'équation. Alors, on nous dit, tu verras, de toute façon, dans 4 ans ou dans 5 ans, toutes ces boîtes-là, ils vont acheter de la capacité chez SpaceX. Donc, SpaceX va gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent et c'est pour ça qu'elle vaudra 50 000 milliards. Et de l'autre côté, ces boîtes-là vont cartonner derrière. Mais par contre, on a de la peine à nous expliquer quel est le business plan derrière. Comment ils vont gagner vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. Parce que pour l'instant, on voit qu'ils sont en train de faire de la compétition pour baisser les abonnements, pour essayer de tirer des clients chez les autres. Donc, c'est pas rigolo. Quand vous demandez à ChatGPT lui-même quand est-ce que OpenAI ou Anthropic sera bénéficiaire, combien de temps faudra-t-il pour qu'on puisse justifier les investissements monstrueux qui sont derrière, ils vous répondent 5 ans. Quand vous demandez à ChatGPT combien de temps peut tenir OpenAI dans ces conditions-là, il vous dit 3 ans. Alors moi, je n'ai pas fait mathématiques, mais je me dis quand même que c'est un black swan qu'on peut garder sur la liste. Voilà. Crise de confiance dans le dollar. Alors là, on en a parlé aussi aujourd'hui. Le dollar est une colonne vertébrale dont on ne peut pas vraiment se passer, c'est vrai. Mais la dette américaine devient un problème qui est un tout petit peu dérangeant. Ce qui se passe aussi, c'est qu'on est obligé aujourd'hui, le déficit est monstrueux. On est aussi obligé aujourd'hui de parler de hausse des taux. On l'a vu sur l'inflation. Alors maintenant, on est sauvé parce que le pétrole rebaisse, donc ça va aller beaucoup mieux sur l'inflation. Mais on a vu ce niveau d'inflation qui devient un vrai problème. Et comme ça devient un vrai problème, on peut quand même s'inquiéter au bout d'un moment. Si vous avez les taux qui montent encore, là aujourd'hui, les intérêts de la dette ont dépassé le budget de l'armée américaine, qui est quand même connu pour être le truc le plus minimaliste qui existe dans le monde. Donc, on est à plus de 1 000 milliards de dollars d'intérêts à rembourser chaque année pour soutenir la dette aujourd'hui. 1 000 milliards. Alors du coup, Trump, il a fait un truc magique, il a doublé le budget de l'armée, comme ça, du coup, c'est plus le premier point du budget, la dette. Donc c'est pas mal. Mais 40 000 milliards quand même. Alors on nous dit, quand vous regardez le graphe de progression de la dette depuis Obama, c'est juste hallucinant. Donc on se dit, et à un moment donné, quand même, alors oui, ils peuvent imprimer, mais on connaît les problèmes que ça génère derrière.
Donc voilà, il faut quand même faire attention, parce que tout d'un coup, on a un dégonflement du dollar et un effondrement. Alors, ce qui est un peu rassurant, c'est que si on sort du dollar, on va où? Alors, on l'a dit ce matin, le yuan, je ne sais pas, l'euro, plutôt me péter une jambe, il reste plus que le franc suisse. Donc voilà, il y a des questions qu'on doit se poser autour de ça. Et pour l'instant, les taux remontent, vont devoir remonter. En tout cas, c'est là ce qu'on estime dans les sondages. Alors, pas ce soir, normalement, mais cette année, on devrait avoir une hausse des taux. Alors, on n'a pas fini de rigoler, mais attention quand même à cet événement-là. L'accident de crédit systémique, ça c'est un truc qu'on garde un petit peu de côté, mais on a eu plusieurs signaux ces derniers temps. Vous vous souvenez, il y a un fonds UBS qui a perdu beaucoup d'argent récemment parce qu'ils avaient prêté de l'argent à une boîte qui faisait des crédits dans l'automobile aux États-Unis et qui prêtait à des gens qui n'avaient pas de papier, pas de salaire, pas de revenus, pas de loyer. Qui pourrait penser que ça pourrait générer un risque? Alors, visiblement, il y a quand même des risques. Il y a eu 2-3 faillites qui ont fait un petit peu peur au marché. Alors, la bonne nouvelle, parce qu'il y a toujours une bonne nouvelle, c'est qu'en fait, ce n'est pas aussi gros que ce qu'on a vécu dans la période du subprime 2008-2009. Cet impact-là pourrait être gros, monstrueux, mais pas suffisamment, donc ça va. Mais on a vu quand même qu'il y a pas mal de clients qui sont en train de réviser leur positionnement par rapport à l'investissement dans la dette privée ou dans le private equity. On l'a encore vu avec Private Partner, Partners Group, pardon, il y a quelques jours en Suisse. Donc les gens commencent à se dire « j'aimerais bien sortir, revendre ma participation dans ce fonds-là ». Et puis le fonds vous dit « oui, mais alors en fait, en bas du contrat, il est marqué qu'on vous laisse sortir si on a envie. Mais là, on n'a pas envie. Donc du coup, vous ne pouvez pas sortir. » Donc du coup, ça fait des paniques, les gens vont devoir trouver aussi où ils vont trouver du capital, et donc ça peut poser quelques petits problèmes. Celui-ci, je ne vais pas mettre des notes, parce que ça reste quand même quelque chose de dangereux, mais si vraiment ça devrait se produire, je ne pense pas que c'est le plus dangereux, et que celui-ci pourrait générer assez facilement un soutien de la part de nos amis, les banques centrales, donc ça pourrait être généré. Celui-ci, c'est plus complexe, parce que vous voyez, on est en pleine zone géopolitique. Alors là, on vient de sortir d'une crise qui a été réglée en 3 mois par M. Trump. Apparemment, il a réglé la crise en Ukraine entre midi et 14h hier. Donc ça, c'est réglé aussi. Maintenant, il y a ça qui est une problématique qu'il ne faut quand même pas négliger et qu'on peut quand même considérer quelque chose de compliqué. Alors, ce n'est pas compliqué si les Chinois prennent d'assaut Taïwan et puis en 2 jours, c'est plié. C'est compliqué si les Chinois commencent à dire « ah oui, bon, on ne laisse plus Taïwan, TSMC exporter ses semi-conducteurs », là on va avoir un problème. Et c'est encore plus compliqué si les Américains disent « nous, on n'est pas d'accord ». Donc la grande question sera de savoir comment, si ça devait se produire, comment les Américains vont se positionner par rapport à ça. Mais je pense que dans un point court-termiste, si demain matin vous vous réveillez et puis que la première news que vous avez sur CNBC, c'est que la Chine envahit Taïwan, et que la 5e flotte américaine est en train de se diriger depuis le Moyen-Orient parce qu'il n'y a plus besoin pour aller là-bas, ça risque d'être quand même un tout petit peu tendu sur les marchés. Donc, c'est quand même quelque chose qu'il faut surveiller. Je pense que le risque est quand même relativement élevé cette année. C'est quelque chose qu'on va devoir faire attention. Les conséquences sont difficiles à peser là-dedans. La pandémie, je l'ai mis parce que c'est très à la mode. On a eu l'hantavirus l'autre jour, on a Ebola, qu'on nous dit il y a 2 jours, c'est bon, c'est sous contrôle, puis après on dit non, ça prendra quand même 2 mois pour gérer le problème. Donc on a quand même 2-3 situations qui pourraient poser problème. Alors là aussi, la bonne nouvelle avec la pandémie, c'est qu'on a vu que le Covid, il faut juste attendre que ça baisse pour acheter. Alors j'ironise, mais enfin, si c'est Ebola, ça risque d'être plus compliqué. Mais en tous les cas, il faut quand même penser à ce genre de choses qui sont des points de stress. Alors c'est vrai qu'on a une marge de manœuvre parce qu'on a appris du Covid. En tout cas, les marchés ont tendance à relativement bien comprendre ce genre de choses. Si ça doit se reproduire, eh bien, c'est pas grave, on rachètera sur faiblesse. Ça, c'est quelque chose qui est potentiellement très problématique. Cette possibilité de cyberattaque, ça peut être quelque chose qui va nous tomber dessus du jour au lendemain. On a vu que maintenant, là aussi, avec l'intelligence artificielle, vous avez peut-être vu l'histoire de Mythos, le programme d'Anthropic, qui a été suspendu parce qu'il est trop fort. Il est trop puissant, et donc potentiellement, il pourrait craquer à peu près tous les systèmes codés du monde en quelques minutes. C'est pour ça qu'on l'a mis de côté pour l'instant. En tous les cas, ce qu'on sait, c'est que les banques ne sont pas prêtes, si vraiment ce système-là vient sur le marché. Donc ça veut dire que si ce système venait sur le marché tout seul ou se développait dans ce sens-là, on pourrait avoir des gros problèmes de ce côté-là. Donc la cyberattaque pourrait avoir des coûts monstrueux et puis surtout très difficile à savoir
où est-ce que ça va s'arrêter. Et c'est de plus en plus fréquent. Bon, ça, je suis un peu mal barré pour parler de ça après la présentation d'avant, mais ça rentre quand même dans la thématique. Un effondrement crypto-systémique. Là aussi, on a des points qui sont assez délicats. D'ailleurs, il y avait une question qui était sur Internet tout à l'heure. MicroStrategy est un problème qui pousse un peu à l'interrogation, puisque vous savez que MicroStrategy ont acheté des bitcoins en empruntant de l'argent, en mettant des bitcoins en garantie, et qu'aujourd'hui, ils se retrouvent à un prix d'entrée qui est en dessous, donc ils doivent payer les intérêts, et ils ont commencé à vendre un peu des bitcoins, ce qui justifie aussi une certaine pression là-dessus. Et ça, c'est quelque chose qui ne nous aiderait pas. Je ne pense pas que c'est le truc le plus dangereux qui nous tomberait dessus aujourd'hui, si ça arrive aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui peut se produire quand même. Alors celui-ci, c'est le truc que j'ai mis pour être de gauche, le choc climatique et l'effondrement assurantiel. Alors ça, c'est toujours difficile à quantifier, mais on en parle beaucoup. On en a parlé récemment sur les assureurs en Suisse, typiquement, parce qu'on anticipe de plus en plus de catastrophes, de plus en plus de problématiques là-dessus, donc de plus en plus de primes d'assurance à payer. Et donc ça pourrait entraîner potentiellement, s'il y avait trop de catastrophes à répétition, des conséquences très coûteuses pour tout ce qui était des assureurs et des réassureurs, donc de l'immobilier, etc., etc. Donc une crise alimentaire. Mais là, on est vraiment dans un mode Geostorm ou film catastrophe américain. Je pense qu'on n'en est pas là du tout, mais c'est quelque chose qui tient quand même qu'il faut garder en tête parce que ça fait partie des risques principaux. Alors au milieu de tout ça, là on a essayé de faire un point pour essayer de se dire quel est le risque potentiel et quel serait l'impact. Donc vous avez finalement en noir c'est la probabilité et en rouge c'est l'impact potentiel. Alors, franchement, les calculs sont extrêmement difficiles à justifier ou expliquer, mais vous voyez que globalement, une crise de l'art serait très problématique, une attaque de Taïwan serait très très problématique, et il y en a d'autres qui sont un petit peu plus gérables, entre guillemets. Mais ça, c'est vraiment à prendre avec des pincettes, parce qu'il est difficile vraiment de pouvoir faire des prévisions très claires sur ce qui va ou ce qui pourrait se passer en termes de quelle crise pourrait coûter cher ou moins cher que les autres. Donc, ce que je disais au début, c'est que ce qui est important, c'est déjà d'essayer de comprendre, à identifier ces problématiques. Donc, ce n'est pas de dire « vendez tout », ce n'est pas du tout mon discours, c'est de dire « essayez d'anticiper et de surveiller quand il y a quelque chose qui ne va pas ». Donc, la première chose, ce serait la VIX, donc cet indice de volatilité qui est hyper important en investissement. Plus il monte, plus ça veut dire que les gens sont inquiets, plus ça veut dire qu'ils se couvrent, plus il y a un stress du marché, plus ça veut dire qu'il y a une crise qui est en train de se développer. Donc quand il est en train de monter, il faut faire attention. Le problème, c'est que c'est quelque chose qui va très très vite, surtout ces temps. On a vu des pics de volatilité et puis le marché qui se recalme quasiment 24 heures plus tard. Mais ces signes-là sont des signes relativement dangereux à surveiller. Et quand vous avez un VIX qui dépasse les 30, prudence quand même. Le dollar yen, si tout d'un coup ça va dans la mauvaise direction, attention, ça pourrait être le signe d'un carry trade qui est en train de se dénouer. Il faudra donc surveiller en creusant ça avec les rendements du GGBs à 10 ans et à 40 ans également. Alors c'est difficile à dire parce que le dollar yen, c'est comme l'a expliqué ce matin Olivier, c'est compliqué à interpréter, mais sur le côté GGBs, on dit tant qu'il va pas en dessus des 2,5, ça va. Là, on est à 2,65, puis on dit, ouais, mais ça va encore. Donc, tant qu'il n'est pas à 3, ça va. Mais il y a un moment donné, c'est très difficile de savoir à quel moment les gérants de fonds de pension au Japon vont commencer à se dire, peut-être que j'ai mieux le temps de me rapatrier et puis de changer de direction. Donc ça, c'est des choses qu'il faut surveiller. Quand vous regardez un petit peu les simulations sur ce qui pourrait se passer au Japon, ça fait franchement très, très peur. Et je trouve aujourd'hui qu'on prend ça vraiment avec beaucoup de dilettantes. Donc c'est vraiment un pays que je surveillerai énormément en ce moment. Le pétrole. Alors le pétrole, on le sait, s'il va en dessus de 120, ça va être compliqué. Je dirais même, ce serait mieux qu'il est au-dessus de 150, donc c'est vraiment très très compliqué parce qu'on a une capacité d'adaptation qui est assez phénoménale dans l'économie et dans les marchés en général. Parce qu'avant la crise en Iran, on nous disait, enfin moi c'est un truc qui me résonne dans la tête depuis que je suis jeune, depuis que je suis petit, je ne sais pas beaucoup comment on dit, mais depuis que je suis petit, c'est attention, pétrole à 100 égale récession. C'est un truc qu'on nous a appris, que moi j'ai appris très tôt dans la finance. Attention, quand le baril dépasse les $100, la récession est à nos portes. Le baril est passé au-dessus des $100, le marché n'en a rien à foutre, passé au-dessus des 120, rien à foutre non plus. Il y a des stress de marché, mais on ne parle pas de récession.
Néanmoins, un pétrole qui se stabiliserait au-dessus de 120, maintenant, aujourd'hui, serait quelque chose qui considérait comme quoi il y a quelque chose de délicat. Là encore, je pense que, pour revenir sur l'histoire présente, c'est pas fini. C'est pas fini parce que tout n'est pas complètement réglé du côté de l'Iran et des États-Unis. Donc il peut repartir très très vite. Mais ça peut être un problème. On a vu quand même que quand on approchait les 125, ça commençait à être un petit peu tendu quand même. Donc à surveiller aussi. J'ai mis l'or. L'or, s'il monte de manière massive, on peut considérer que les gens sont en train de paniquer, donc ils se protègent, donc on achète de l'or. Je suis un tout petit peu dubitatif par rapport à cette réflexion, parce qu'on a vu ces temps que l'or était devenu une telle commodity que finalement, il bougeait avec le reste des marchés. Donc il ne faut pas trop non plus croire que c'est systématiquement un indicateur de « attention, il y a un truc qui est en train de se tramer ». Il faut savoir que les banques centrales en achètent des quantités astronomiques parce que finalement, c'est la seule chose où ils ont confiance aujourd'hui. Même leur propre bilan, ils n'ont pas confiance. Donc, on achète un peu d'or, donc ça peut justifier. Je n'irai pas trop m'inquiéter là-dessus. Et puis, il y a les spreads sur le high yield qui dépasseraient les 500 basis points. Donc, si ça, on voit que tout d'un coup, les crédits pourris, entre guillemets, ou les crédits sur les marchés émergents, les taux sur les marchés émergents commencent à monter beaucoup trop par rapport aux taux, disons, sécurisés. Ça veut aussi dire que quelque part, on est plus prêt à payer n'importe quoi pour investir n'importe où. Donc, du coup, il y a un risque également à surveiller. Après, je vous ai mis pour la bonne bouche, pour passer une bonne soirée. Après, la crise de la dette souveraine européenne, Italie, France, il y a quand même pas mal de choses qu'on peut se demander. La France, enfin l'Europe aujourd'hui ne va pas bien du tout. La croissance est nulle. C'est très très problématique socialement et économiquement. On ne voit pas vraiment comment est-ce qu'ils vont réussir à se relancer dans l'immédiat. Les taux sont relativement élevés. Les gouvernements en Europe, comment dirais-je, j'ai pas les mots en fait. J'ai pas les mots, mais prenons juste l'exemple de la France, que j'adore. Comme ça, c'est bordel là-bas. Donc, c'est assez marrant de voir que par rapport à ça, on a encore relativement confiance et on se demande un peu comment ils vont s'en sortir. Donc, la dette souveraine européenne peut être un problème. La gréquisation de la dette française, par exemple, il y a des choses qui sont un petit peu inquiétantes à surveiller. Récession américaine profonde, Make America Great Again. Aujourd'hui, c'est le truc qui me fascine le plus. D'ailleurs, je ne l'ai même pas mis dans les autres, parce que je trouve qu'il y a une interprétation qui est hallucinante, la capacité du marché aujourd'hui, de l'économie et des gens à se dire « tout va hyper bien aux États-Unis », alors que non, non. Économiquement, les chiffres ne sont pas bons. Les chiffres de l'emploi, ils sont bidonnés, ça on le sait depuis longtemps. L'inflation, elle est au plus haut depuis bien longtemps. On a une banque centrale qui est censée être indépendante. On ne sait pas trop comment ça va se passer. On aura des réponses ce soir, mais encore, c'est pas sûr. On a un leverage sur les marchés qui est proprement hallucinant. On n'a jamais été aussi investi en levier sur les marchés américains. Donc si tout d'un coup ça commence à tourner dans la mauvaise direction, quand les leviers vont se défaire, l'accélération va être plus importante. Vous avez à côté de ça la facture de l'endettement au niveau des cartes de crédit. Aujourd'hui, on n'a jamais été endetté à tel point aux États-Unis sur les cartes de crédit. Les gens vivent littéralement à crédit sur leurs cartes de crédit. La dette de carte de crédit, elle est historiquement hyper élevée. Alors que le taux d'intérêt, pourtant, bricole, puisqu'on est autour de 20%. C'est rien. D'ailleurs, souvenez-vous, il y a quelques mois en arrière, Trump avait annoncé qu'ils allaient baisser les taux sur les cartes de crédit. Je ne sais plus trop où ça en est pour l'instant. Je crois qu'entre deux, il a attaqué l'Iran, donc on ne sait pas trop. Mais donc c'est quand même des choses qui sont délicates sur les États-Unis. On nous dit non, non, il n'y a pas de récession. Pourtant, le PIB est en train de se péter la figure de manière assez conséquente. On nous a promis un gallon à 2 $ aux États-Unis. Il est à 4,60 aux dernières nouvelles. Alors oui, le pétrole est en train de baisser, ça va tout changer, bien sûr. Mais quand même, il y a des choses aux États-Unis qui pourraient être mal prises. Alors, l'avantage d'une récession américaine, c'est que généralement, elles sont courtes. Et elles sont relativement bien maîtrisées, parce qu'il y a une chose qu'on peut leur rendre, c'est que généralement, ils rebondissent assez bien. Donc quand même, mais voilà, à surveiller. L'effondrement immobilier en Chine, alors, les puristes de là-dedans, ils vous diront que Evergrande, c'était que le sommet de l'iceberg, et que ça peut continuer encore. Et c'est vrai qu'il y a toujours énormément de problèmes de ce côté-là, de problèmes de financement. Il y a aussi des problèmes d'emploi aujourd'hui. Donc la Chine ne va pas si bien qu'on veut le voir. On a encore eu les derniers chiffres économiques. Là aussi, je suis sidéré, c'était il y a 48 heures, ils ont publié les chiffres du mois, c'est dégueulasse.
ça va pas, les ventes sont en baisse, le retail est en baisse, ça ne va pas du tout. Mais pourtant, on s'en fout complètement, on continue à monter parce que SpaceX arrive en bourse et qu'on va aller sur Mars. Donc tout va bien. Bref, mais c'est quand même des choses qu'on peut imaginer. Et puis après, il y a l'instabilité politique des pays émergents. Alors ça, vous prenez tout ce que vous voulez, on a tout ce qu'il faut pour avoir des problématiques. Je prenais juste l'Argentine. L'Argentine, depuis que Milei est arrivé, ça va beaucoup mieux, effectivement. Mais il y a des élections en 2027, sauf erreur, et on ne sait vraiment pas trop comment ça va se passer. Et puis si on regarde un petit peu dans les bilans de l'Argentine, on a un peu l'impression quand même qu'ils ont des intérêts qu'ils vont devoir payer, les intérêts de la dette, et que là, tout de suite, ils ont intérêt à gagner la Coupe du Monde dans quelques semaines pour compenser le manque de fric. Donc c'est quand même quelque chose à surveiller de ce côté-là aussi, et ça pourrait entraîner, bien sûr, des défauts en cascade. Et puis, l'erreur de politique monétaire, alors ça, d'abord, ils ne le reconnaîtront jamais, mais en tous les cas, c'est évidemment une possibilité qu'on ne peut pas négliger, et c'est vraiment là où on est aujourd'hui. Lagarde a monté les taux l'autre jour, on ne sait pas ce que va faire Warsh à partir de maintenant. Et donc j'ai envie de rajouter en plus de ça, il ne faudra pas oublier non plus cette problématique de risque de perte d'indépendance, parce qu'effectivement, on voit quand même qu'aujourd'hui, la Fed est pleinement liée à la Maison-Blanche, et on a vu aujourd'hui qu'être lié à la Maison-Blanche, ça entraîne quand même des choses un petit peu bizarres à tous les niveaux, et donc il faut faire attention à ce qui va se décider. Trump veut absolument que les taux baissent, et l'autre jour, il a dit « I love inflation ». Là aussi, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots parce que d'un côté, quand vous dites « je veux que les taux baissent », puis que derrière, vous dites « ah, je suis pas content qu'il y ait de l'inflation ». Alors, j'ai rarement été au cours d'économie, mais là, quand même, il y a un truc qui joue pas. Néanmoins, c'est quelque chose qui pourrait se produire parce que Warsh est sous pression, parce qu'on lui a pas laissé le choix, et puis parce que finalement, il est quand même beaucoup plus pro-Trump que pro-Fed, et donc du coup, il pourrait y avoir des conséquences. Donc c'est des choses qu'il faut surveiller et qui pourraient secouer les marchés. Dans quelle amplitude, c'est une autre discussion qu'on ne va pas avoir ici, mais en tous les cas, c'est des choses qui sont présentes. Donc en fait, moi, l'idée que je voulais mettre à la fin, bon, la citation n'est pas de moi, hein, je vous rassure, mais en tous les cas, c'était vraiment de dire, je ne suis pas en train de vous je ne veux pas que ce soit pris comme tel, qu'on est en mode panique et que c'est vraiment une situation très, très compliquée. Il y a des belles choses qui se passent dans ce marché. Il y a des beaux investissements à faire. Il y a des titres qui sont très peu impactés par la situation politique, géopolitique, économique et qui fonctionnent très, très bien. Donc, je ne suis pas en train de dire « attention, on est en zone de danger ». Enfin, si, un peu. Mais on est en zone de danger sur des thématiques et sur des situations qui sont très spécifiques et qui pourraient souffrir beaucoup plus. Aujourd'hui, on price une performance sur SpaceX, désolé, hein, mais quand vous regardez la performance de SpaceX, la valorisation de SpaceX, et là on en est aujourd'hui, on est en train de pricer la perfection. Je n'ai pas d'autres termes pour expliquer ça. On price le fait que tout va aller parfaitement pour les 10, 15 prochaines années, sans aucun souci à aucun moment. Si tout ça est déroulé, si toutes les promesses de Trump sont accomplies, effectivement, le prix qu'on paye aujourd'hui, c'est juste. Donc, de nouveau, croire que tout va bien se passer et que tout ce que dit Musk, tout ce que dit Musk est vrai, c'est un tout petit peu utopique. Je voudrais juste rappeler par rapport à ça que Musk, ça fait 5 ans qu'il nous prédit ces taxis autonomes. Tous les mois d'août, il dit « ah, c'est bon, c'est ce mois, c'est cette année ». Et ça fait 5 ans qu'il nous dit que c'est maintenant. Le robot, il devait sortir il y a une année, il n'est toujours pas sorti. Donc les délais chez Elon Musk, ils sont toujours assez élastiques. C'est un visionnaire, j'en suis archi convaincu, et il faudra vraiment lui rendre ça, je suis personne pour dire le contraire. Mais simplement, il y a des choses où aujourd'hui, l'exécution du développement de SpaceX devra passer par la perfection. Et donc, permettez-moi d'avoir des doutes. Et tout le reste est similaire à tout ça. Aujourd'hui, je ne remets pas du tout en question le fait que l'intelligence artificielle, c'est extraordinaire, c'est une aide fabuleuse, qu'on peut faire beaucoup de choses avec ça et que ça va apporter beaucoup de choses à l'humanité, probablement. Mais par contre, de nouveau, aujourd'hui, on tape sur le fait que Nvidia, ils vont avoir une croissance de 25-30% par trimestre pendant les 25 prochaines années, sans jamais avoir aucun ralentissement à aucun moment. Ça n'existe pas. C'est aussi simple que ça. Donc en fait, ce qui est important aujourd'hui, dans tout ça, puis après je
Je vous laisserai déprimer tranquille dans votre coin. C'est aussi de voir que finalement, aujourd'hui, on est dans des situations critiques et on n'est jamais mieux préparé que quand on s'attend à certaines choses. Mais de là à prédire, c'est quelque chose qu'on ne va pas faire. Mais par contre, être prêt et à savoir que certaines choses peuvent commencer à bugger, il faut être prudent. Et on l'a déjà vu ces derniers temps, on a eu plusieurs fois des situations dans les marchés où on sentait qu'il y a un truc qui est en train de tourner vinaigre. Et il faut faire très très attention à ce genre de situation parce que ça peut vite empirer, même si jusqu'à maintenant, je touche du bois, il n'y a pas de bois, mais je veux dire, comme quoi, on s'en est sorti très rapidement. Et il y a toujours, heureusement, cette stratégie fabuleuse du buy the dip qui fonctionne toujours à chaque fois et qui permet qu'on s'en sorte. Voilà. Tout ça pour vous dire que oui, je suis prudent, oui, il y a des choses qui se passent aujourd'hui dans ce marché, et dans ce monde et dans cette géopolitique qui me dérangent. Ça ne veut pas dire que je suis hyper bearish et que je suis short 4 fois sur le Nasdaq et 5 fois sur le S&P 500. Je n'irai pas short sur SpaceX, clairement, parce qu'elle peut monter encore n'importe où. Et je le disais ce matin dans la vidéo du jour, aujourd'hui... Hier, ils ont ouvert les options sur SpaceX et il y a des gens qui ont été achetés 30 000 calls strike 380, ça vaut 201, je crois. Donc strike 380, donc $180 plus haut, échéance demain. Donc là, on n'est plus dans l'optimisme. Là, on est passé dans un autre niveau. On a dépassé quelque chose. Donc, après, vous me direz, si on va chercher un petit peu plus loin, il faut quand même bien voir qu'on est dans un monde où aujourd'hui, on est rentré dans une phase où on veut tous gagner de l'argent, on veut tous être très très riches et on veut tous arrêter de travailler très rapidement. Et vous regardez, par exemple, il y a un truc qui m'a fasciné l'autre jour. Vous savez, ces sites internet où vous pouvez faire des paris, la Polymarket et je ne sais plus l'autre nom de l'autre côté, le deuxième. Il y a un trade qui vous permet, enfin un pari, où vous pouvez parier pour ou contre, comme quoi le Christ va revenir en décembre. Et je ne dis pas n'importe quoi, c'est vérifiable. Et chaque année, ils remettent le pari en place, vous pouvez parier pour ou contre. Alors ceux qui parient pour et qui gagnent, ils sont hyper bien informés. Moi, je ne vais pas assez à l'église pour ça, probablement, mais en tous les cas, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que les gens sont prêts à croire n'importe quoi. Mais le plus beau dans cette histoire, c'est que ce trade-là, celui qui parie contre, donc il dit non, ça ne se produira pas, le rendement de son pari, 5%. 5% par année. Et je pense que ce rendement de 5% par année, de prédire que le Christ ne reviendra pas avant Noël, pour son anniversaire, c'est probablement beaucoup plus sécurisant que d'acheter du 10 ans américain. Voilà. Sur ce, il reste 8 minutes pour répondre à vos questions, si vous avez des questions. C'est ça, hein, c'est juste. Ou moins. Non, pas vous, je dis moins. Et puis voilà, après, il y a encore un truc sur scène, je crois, et puis voilà. Donc, allons-y. Faut que je reste là-bas. Alors, comme j'ai compris dans cette longue histoire, les problèmes où disent singe noir, ce n'est pas les problèmes technologiques. C'est les problèmes, c'est psychologie humaine affiliée de la technologie, non? C'est assez bien résumé. Je l'ai dit, hein, l'IA peut être un problème qui peut nous claquer à la figure. Mais oui, de toute façon, l'investissement, la bourse, la finance, il y a une partie d'humain dedans. Si vous regardez la présentation de Manon tout à l'heure, il y a quand même quelque chose qui est assez symptomatique, c'est qu'on voit qu'il faut diversifier et il ne faut absolument pas s'accrocher à 2-3 leaders en se disant c'est là-dedans parce qu'ils se racontaient des histoires. Donc quand on s'auto-convainc que ça va être extraordinaire et qu'il ne va rien se passer, c'est qu'on est déjà sorti de la réflexion technique, on est rentré dans l'aspect psychologique. Aujourd'hui, si vous regardez sous les vidéos que je publie tous les matins ou dans tout ce que je peux publier sur les réseaux sociaux, depuis quelque temps, j'ai pas mal de gens qui envoient des messages en disant que de toute façon, j'avais dit que des conneries, que je dis n'importe quoi, que je m'entête dans ma négativité. Parce qu'en fait, c'est normal. Quand vous êtes investi et vous pensez que le marché va exploser, vous n'avez aucune envie d'entendre qui que ce soit, ni moi, ni quelqu'un d'autre, venir vous dire « Ah, je ne suis pas d'accord avec toi ». On a besoin, et ça c'est l'instinct grégaire de l'investisseur, mais de l'humain aussi, on a besoin d'avoir les gens qui viennent autour et dire « Ouais, t'as raison d'avoir investi dans Nvidia, puis t'aurais dû prendre du SpaceX. T'en as pas ? Dommage !» Donc on a besoin de ce côté
psychologique. C'est normal, c'est humain et ce sera toujours comme ça. Je fais ça depuis 35 ans. Je suis là dans les marchés depuis, je dis 35 ans, depuis 10 ans. De toute façon, je ne sais plus depuis quand je suis là, mais quand j'ai commencé à traiter, le nombre d'histoires, le nombre de trades que j'ai fait parce qu'on m'a dit que un cousin de l'ami d'une cousine Germaine que j'ai rencontrée une fois dans une soirée m'a dit qu'il fallait faire quelque chose et je l'ai fait parce que j'étais sûr qu'elle savait. Donc on peut en citer plein. Et quand je parle de moi, j'imagine que tout le monde s'est retrouvé confronté à ce genre d'histoire à un moment donné. Donc oui, le marché, c'est de la psychologie. Je le dis sans arrêt, la finance n'est pas une science, encore moins une science exacte. Alors c'est de la psychologie. Et votre solution? Vous faites des vidéos, vous arrêtez d'investir, c'est plus simple. Moi, je suis payé pour le faire, c'est beaucoup plus simple. Non, la solution, c'est la diversification. C'est aussi simple que ça. J'ai adoré la présentation tout à l'heure de Vanguard parce qu'en fait, c'est exactement ça. La solution, c'est la diversification. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être dehors du marché. C'est obligatoire d'être investi. Ça, on est tous d'accord. Maintenant, là où moi, je dis attention, c'est quand je disais tout à l'heure, quand j'ai quelqu'un qui vient me dire « Moi, j'ai diversifié mon portefeuille, j'ai du Nasdaq, du SOX et puis du Nvidia », non. Mais si j'ai instable. Si quoi? Si je suis instable. Ah oui, non mais bon, là, moi je suis pas psychiatre, hein, attention, c'est autre chose. Alors, mais tout le monde va faire des conneries, hein, mais c'est en faisant des conneries qu'on apprend dans ce monde-là. C'est aussi simple que ça. Mais donc, vous pouvez faire... Alors, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, faites ce que vous voulez. Si vous voulez mettre 100%, achetez des calls SpaceX, échéance demain à 380, et nickel, allez-y, bonne soirée, hein, franchement. Oui, je comprends. Mais de nouveau, c'est pas parce qu'il faut pas le faire. C'est juste qu'il faut pas faire avec tout. Le coup du all-in, je vais à Las Vegas, je mets tout sur le noir, ça marche pas tout le temps, quoi. C'est tout. Un prix. Bon, c'est fini, on peut y aller. Oui, alors... À qui je parle? Si. Hein? Ah, là-bas. Oui, je suis un vieux trader comme toi. Je pense qu'on est à peu près nés la même année. Ouais, tu poses la question chaque année et tu dis la même chose. Ah oui. On devient vieux ensemble. Forcément, quoi. Non, mais la chose qui m'énerve en ce moment, et je pense qu'il t'énerve aussi, c'est que tous les nouveaux investisseurs, ils font de l'investissement, du trading comme s'ils sont de paris au football. Et il y a des boules spéculatives partout. Et les gens, ils suivent des boules spéculatives. Et la chose qui m'énerve le plus, c'est dans l'or. L'or, que c'était quelque chose qui devait être un outil de réserve pour protéger, il allait aussi dans la boule spéculative. Mais le marché, attention, tu as un vieux trader comme moi, le marché, il a changé, il faut l'admettre. Hein. Non, c'est clair. Donc après, le truc, c'est que moi, je ne veux pas critiquer sur comment... Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus comme avant, ça, c'est sûr. Maintenant, il y a une certitude que j'ai, moi, c'est que la possibilité d'une bulle spéculative et d'un effondrement des marchés, comme on l'a vécu en l'an 2000, comme on l'a vécu en 87, comme on l'a vécu en 2008, c'est tout à fait possible. Et donc, aujourd'hui, moi, ce que j'aime pas dans les discussions que j'entends, c'est qu'on me dit, de toute façon, t'as rien compris. Ouais, c'est vrai, sauf que t'étais pas là en 2000. Moi, j'ai compris un truc en 2000. Peut-être que je me gourre. Mais de nouveau, dans la diversification de mon portefeuille, moi, je dors très bien. Et c'est ma priorité. Après, d'entendre qu'il y en a un qui fait du 400% sur son portefeuille, je peux dire avec certitude qu'il y a un moment ou un autre, les 400%, ils vont faire pouf. Parce que le gars qui fait du trading, qui gagne beaucoup d'argent et qui le raconte à tout le monde, d'abord, j'aimerais bien voir les performances en vrai, ça c'est la première chose, mais ça ne dure pas dans le temps. C'est pas possible. Simplement, il y a des phases d'euphorie, peut-être dans laquelle où nous sommes aujourd'hui, qui fait qu'il y a des conséquences comme ça. Voilà. J'ai plus de temps. Encore une question? Oui, une. Voilà, j'ai déjà le micro. Merci beaucoup. Ah bah alors, si vous avez le micro... Oui, trop tard. Moi aussi, j'ai le micro, donc... Oui, ma question, c'est par rapport au signe noir. Il y a quelque chose, moi, que je suis, mais je ne suis pas du tout experte. C'est le développement de la Chine par rapport au thorium, à cette nouvelle énergie qui n'est pas chère, qui est très courante. Vous imaginez, si jamais ils aboutissent, et il semble qu'ils avancent bien, que se passe-t-il? Et est-ce que vous avez des informations là-dessus? Alors, je ne savais pas ce que c'était jusqu'à 10 secondes. Mais donc, vous voulez développer sur le thorium là? Parce que moi, Taureau, je connais. Thorium, mais vous pourrez trouver de l'information sur les réseaux YouTube et autres. Mais le thorium, c'est une énergie qui a été écartée au moment des recherches également sur l'uranium, qui n'a pas les mêmes capacités explosives et par conséquent qui a été mise de côté. Mais elle est
beaucoup plus puissante en termes d'énergie, je dirais, domestique. Alors, ok, j'ai compris l'idée. Alors, de toute façon, toute nouvelle énergie sera la bienvenue. Toute nouvelle énergie qui serait révolutionnaire aura des conséquences sur l'économie probablement. Mais je pense que ce genre de nouvelle technologie, qui serait tout à fait bienvenue, au même type que le solaire ou n'importe quoi d'autre, elle a été en son temps, ne changerait pas non plus grand-chose à la situation du pétrole. Donc si on doit aller dans cette direction-là, pour moi, je pense qu'il y aura un changement, mais il y aura quand même, le pétrole restera encore et toujours. Et ça, parce qu'on a trop facilement tendance à oublier que le pétrole, c'est pas que de l'énergie, le pétrole, c'est tout le reste, en fait. Et en fait, le jour où il n'y aura plus de pétrole, on aura réglé le problème, il n'y aura plus de problème, il n'y aura plus rien, de toute manière. Donc après, l'arrivée d'une nouvelle énergie va de toute façon redistribuer une partie sur l'échiquier économique, qui devrait être plutôt positive. Voilà. Maintenant, après, si on parle dans la direction de dire que ce sera un truc anti-pétrole, ça, j'y crois pas une seconde. Donc voilà, mais ça, c'est mon avis personnel. Et d'ailleurs, à ce propos-là, j'en profite pour rebondir sur une série qui passe sur Prime Video, qui s'appelle Landman. À un moment donné, donc c'est dans le monde du pétrole, et le gars, il explique qu'en fait, tout ce qu'il y a ici est dérivé du pétrole. Donc si vous comptez sur l'éolien ou sur le solaire pour compenser, ça va être compliqué. Maintenant, après, c'est une nouvelle technologie, de toute façon, il n'y a pas de problème. Après, il y a une nouvelle technologie qui est en train d'émerger en Italie, je crois, aussi. Ils ont branché des électrodes sur le cercueil d'Enzo Ferrari, et depuis qu'ils ont sorti la Lume, il tourne très vite et ça crée de l'énergie. Voilà. Je suis dehors là-bas après, quand vous voulez. Merci beaucoup. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.